La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes un tout petit nombre d'immortels. Un nombre extrêmement réduit de personnes, si réduit qu'il en devient presque statistiquement absurde, développe au cours de sa vie une forme d'immortalité naturelle dont personne ne comprend vraiment l'origine ni le mécanisme. Il ne s'agit pas d'un pouvoir spectaculaire, ni d'un don enviable comme ceux que racontent les mythes, mais d'un dérèglement progressif, insidieux, qui s'installe sans prévenir quelque part entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, et qui transforme lentement le corps en quelque chose qui n'obéit plus aux règles fondamentales du vivant. Au début, cela passe presque inaperçu. Une coupure qui ne fait pas mal. Une brûlure qui ne brûle pas. Une fièvre qui ne vient jamais. Une fatigue qui ne s'installe plus vraiment. Puis avec le temps, les sensations s'effacent les unes après les autres, comme si quelqu'un réduisait le volume du monde. La faim disparaît. La soif devient un souvenir abstrait. La douleur surtout cesse d'exister. Et avec elle disparaît tout ce qui, chez l'être humain, sert normalement d'alerte, de limite, de frontière entre ce qui est supportable et ce qui ne l'est pas. Les maladies n'atteignent plus les corps. Les blessures ne provoquent plus aucune réaction. Le vieillissement s'arrête net, sans prévenir, figeant les traits dans une sorte d'éternité figée et profondément inhumaine. Nous ne guérissons pas vraiment, nous ne ressentons simplement plus rien. À ce jour, un peu plus d'une centaine de cas ont été identifiés à travers le monde, même si nous savons tous que ce chiffre est probablement en dessous de la réalité, car certains disparaissent, se cachent ou finissent par perdre tout contact avec le reste du groupe. Nous essayons de nous retrouver, d'échanger, de comprendre ce qui nous arrive, mais la vérité, c'est que plus le temps passe, plus ces rencontres deviennent difficiles. Car rester en présence d'un autre comme soi revient souvent à se confronter à quelque chose de profondément dérangeant. Quelque chose qui ressemble trop à un reflet déformé de sa propre condition. La plus ancienne des personnes comme nous existerait depuis plus de 2000 ans. Même si elle n'est plus capable de situer précisément les époques qu'elle a traversées. Elle parle des civilisations entières comme d'un souvenir flou, mélangeant les langues et les visages, et son regard, lorsqu'elle tente de se souvenir, donne l'impression qu'il n'y a plus rien derrière, comme si son esprit s'était lentement vidé au fil des siècles, incapable de supporter une accumulation aussi absurde de temps. Le plus jeune, lui, avait 25 ans, et je l'ai rencontré aujourd'hui. Son nom est Donnie. Et il avait encore cette manière de parler, de bouger, de respirer, qui trahissait une humanité intacte, quelque chose que j'avais moi-même oublié depuis longtemps. Il m'a dit sa date de naissance avec précision, il m'a donné son nom comme si cela avait encore une importance, comme si ces informations pouvaient encore le définir dans un monde qui, à cet instant précis, venait de cesser d'exister. Nous étions dans la même ville par hasard lorsque tout s'est terminé. Et je dis bien tout, sans encore savoir si cela désigne la planète entière ou seulement une portion du continent. Car même les scientifiques, dans leur dernière communication, semblaient incapables de mesurer l'ampleur réelle de ce qui arrivait. Ils parlaient de trajectoires incertaines, d'impact potentiellement global, d'effets en cascade impossibles à prévoir. Mais aucun d'entre eux n'avait imaginé ce que cela ferait réellement à l'échelle humaine. Lorsque l'objet est apparu dans le ciel, il n'avait rien d'un simple point lumineux lointain. C'était une présence écrasante,
une masse incandescente qui déchirait l'atmosphère en produisant une lumière si intense qu'elle effaçait les ombres et les reliefs, transformant la ville en une surface plate et irréelle. L'air lui-même semblait vibrer, comme si le monde retenait son souffle avant l'impact, et pendant une fraction de seconde, il y eut un silence absolu, total, presque sacré. Puis, tout a cédé. Les bâtiments ne se sont pas effondrés de manière logique ou progressive, mais se sont littéralement écrasés sur eux-mêmes, comme si leur structure interne avait été broyée d'un seul coup, projetant des fragments de béton, de verre et de métal à une vitesse telle qu'ils traversaient les corps sans ralentir. Les rues se sont ouvertes en fissures béantes, avalant des voitures entières, tandis que d'autres étaient soulevées dans les airs avant d'être pulvérisées contre des surfaces déjà en train de se désintégrer. Les corps humains, eux, n'ont opposé aucune résistance. Certains ont été désintégrés instantanément, réduits à des nuages de matière indistincte, tandis que d'autres ont été projetés, déformés, étirés d'une manière impossible, leurs membres se détachant sous la violence du souffle, leurs visages figés dans des expressions qui n'ont jamais eu le temps de devenir des cris. Il y avait des fragments partout, des morceaux reconnaissables mêlés à d'autres qui ne l'étaient plus. Et l'ensemble formait une sorte de paysage organique grotesque qui continuait de bouger sous l'effet des ondes de choc successives. Je me souviens très clairement du moment où cela m'a atteint, non pas à cause de la douleur, puisque celle-ci n'existe plus pour moi depuis longtemps, mais à cause de la sensation étrange d'être détruit sans pouvoir réellement en prendre conscience. J'ai vu mes propres bras se déchirer sous la pression, ma peau s'ouvrir en larges plaques, mon champ de vision se fragmenter lorsque mes yeux ont été arrachés de leurs orbites. Et pourtant, il n'y avait rien, absolument rien, qui puisse être interprété comme de la souffrance. Simplement, une observation froide de ma propre désintégration. Puis il y a eu un moment très court où même cette observation a disparu. Lorsque quelque chose en moi s'est remis à fonctionner, ou du moins à exister, le monde autour de moi n'était plus qu'une étendue méconnaissable, une surface noire et irrégulière parsemée de structures écrasées, de cratères encore fumants, et de restes humains qui ne ressemblaient plus vraiment à des corps. L'air était saturé d'une odeur métallique et brûlée, et le silence qui suivait était si profond qu'il en devenait presque oppressant, comme si toute forme de vie avait été instantanément effacée. C'est dans ce silence que j'ai trouvé Donnie. Ou plutôt, ce qu'il restait de lui m'a trouvé. Il était assis au milieu de ce qui avait été autrefois une rue, entouré de débris et de fragments humains qui avaient visiblement traversé son corps sans le tuer. Une tige métallique lui passait encore à travers l'abdomen, ressortant dans son dos, tandis qu'une partie de son visage avait été arrachée, exposant une structure osseuse noircie par la chaleur. Un de ses bras pendait à peine attaché à son épaule, et ses jambes, bien que toujours présentes, semblaient brisées à plusieurs endroits, tordues dans des angles qui n'auraient jamais dû être mathématiquement possibles. Il respirait, ou du moins, son corps reproduisait encore ce mouvement. Ses yeux, ou ce qu'il en restait, fixaient l'horizon avec une intensité vide, et de temps en temps, son corps était secoué par des spasmes qui ressemblaient à des sanglots, même si aucun son cohérent n'en sortait. Lorsqu'il a finalement réussi à parler, sa voix était irrégulière, déformée, comme si chaque mot devait traverser un appareil vocal partiellement détruit. Il m'a dit qu'il avait 25 ans. Il m'a dit son nom. Puis il a regardé autour de lui, lentement, comme s'il espérait encore voir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, et c'est à ce moment-là qu'il a compris. Pas seulement qu'il était vivant, mais qu'il n'allait jamais mourir, que rien de tout cela, ni la destruction de son corps, ni la disparition totale de tout ce qu'il connaissait, ne mettrait fin à son existence. Depuis, je suis assis avec lui. Le temps n'a plus vraiment de sens, mais cela doit faire plusieurs jours maintenant, peut-être plus. Il alterne entre de longs moments de silence, où il fixe simplement ce qu'il reste du monde.
et des phases où son corps entier se met à trembler, où il tente de crier, de pleurer, de hurler quelque chose qui ne sort jamais complètement. Je ne tente pas de le calmer, je ne tente pas de le rassurer, parce que je sais qu'il a désormais tout le temps nécessaire pour comprendre, et surtout parce que je sais avec une certitude absolue que tout ça ce n'est que le début. Car si le monde est réellement terminé, détruit, si cette étendue morte est tout ce qu'il reste, alors nous ne sommes plus une anomalie cachée parmi les humains. Nous sommes ce qui reste. Et pour la première fois depuis des siècles, je commence à me demander si notre condition n'était pas une erreur bien pire que la mort. Car mourir aurait au moins permis à tout cela de s'arrêter. Alors que nous allons rester ici, dans ce silence, entouré de ruines et de restes qui ne disparaîtront pas vraiment, à regarder le temps s'étirer à l'infini, sans jamais pouvoir fermer les yeux pour de bon. Donnie ne le sait pas encore complètement, mais il va apprendre, lentement, très lentement, que vivre pour toujours, dans un monde qui n'existe plus, n'a absolument rien d'un miracle.